Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Questions-Réponses sur la Terre plane. Je suis Sarah Connor de Terre plane et Révélation. Nous avons reçu pas mal de questions de nos abonnés. Et pour cela, nous accueillons John Doe qui nous fait l'honneur de répondre à toutes nos questions. Bonjour John. Bonjour Sarah. Voici notre première question qui nous vient d'Annick. Est-ce que le dôme englobe aussi les continents au-delà du mur de glace? Ok. En préambule, sachez les amis que toutes mes réponses à vos questions sont orientées vers un modèle particulier que j'ai personnellement choisi d'étudier après de multiples recherches. Ce modèle, très élaboré, est celui de la projection sur la face de la Lune de l'image miroir de la surface de la Terre et est développé par la chaîne YouTube que vous connaissez certainement, Vibes of Cosmos. Ce qui veut dire qu'en termes de carte, je me réfère à la carte de Sturgis de Vibes of Cosmos plutôt qu'à la Gleason, qui ne présente aucune terre inconnue et qui enferme les terres connues dans un anneau de glace. Sachant cela, je réponds à cette première question en disant que oui, le dôme englobe toute la surface de la Terre, y compris les terres inconnues. Par contre, il n'y a pas de mur de glace à proprement parler qui encercle les terres connues. Le mur de glace, s'il y en a un, serait la circonférence globale, à proximité des bords du dôme. Et voici la seconde question qui nous vient de Bob. Y a-t-il un collectif ou serait-il possible d'en créer un afin de rassembler les finances nécessaires pour envoyer un ballon sonde de l'autre côté du mur de glace? Est-ce que ce ballon aurait des chances de traverser l'Antarctique ou serait-il abattu? Je ne pense pas qu'il existe de collectif de ce genre, en tout cas pas à ma connaissance. Et serait-il intéressant d'en créer un? Oui, pourquoi pas. Mais le faire pour lancer un ballon qui irait prendre des images au-delà de l'Antarctique me paraît une entreprise très coûteuse pour un résultat très aléatoire. Personnellement, si je devais envisager une expédition, ce serait pour tester cette carte lunaire. Par exemple, aller à la découverte d'Atlantis, une terre inconnue qui n'apparaît pas sur les cartes officielles et qui, selon cette carte, la carte de Sturgis, se trouverait à environ 800 km au sud des côtes du Sénégal. Donc affréter un voilier avec son équipage et à son bord un sonar qui permettrait de sonder les fonds marins, car si ce continent est englouti, il devrait être détectable. Et s'il ne l'est pas, il y aurait un moment de terre en vue. De plus, c'est une zone tropicale, donc il n'y a pas de banquise à affronter. Mais ce genre d'expédition requiert un gros budget et une discrétion totale pour ne pas alerter les autorités locales. Bref, c'est assez compliqué, mais pas infaisable. La question numéro 3 nous vient d'Y. Pensez-vous que les civilisations au-delà du mur sont-elles plus évoluées que nous ou qu'elles sont délibérément laissées primitives par les élites? Les civilisations au-delà du mur. Alors, s'il y a des civilisations existantes qui nous sont inconnues à nous les masses, elles sont nécessairement dans la zone climatique terrestre. Rappelez-vous que je choisis de me référer au modèle de Vibes of Cosmos. Et dans ce modèle, le nord magnétique se déplace sur une courbe circulaire de 360 degrés, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, d'1 degré tous les 72 ans, entraînant avec lui tout le système climatique. Comme vous pouvez le voir dans une récente vidéo intitulée « La course du nord magnétique », récemment postée sur le canal Terre plane et Révélation. Donc, à partir de ce constat, ces civilisations ne pourraient aujourd'hui exister que sur des terres comme Atlantis ou Lémuria, si celles-ci, bien entendu, ne sont pas immergées, d'où l'intérêt d'aller vérifier. Quant à savoir si elles seraient plus évoluées, je n'en sais absolument rien. On peut effectivement l'imaginer et le souhaiter, car quand on constate l'état de la psyché collective de notre humanité moderne, on imagine difficilement que cela puisse être pire ailleurs. Mais je ne pense pas que les soi-disant élites aient un contrôle quelconque sur celles-ci, si tant est qu'elles existent. Je penserais plutôt le contraire. Nous passons à la question numéro 4 qui vient de Manu. Le soleil est-il réellement une source de chaleur ou est-il une porte qui laisse passer la chaleur et la lumière? Selon la théorie de Vibes of Cosmos qui résonne en moi, le soleil ainsi que la lune sont le résultat du processus suivant. Sur notre dôme toroïdal, à l'endroit où se produit la polarité, ou autrement dit Polaris, l'étoile du Nord, se produit une réfraction inverse de l'énergie cosmique qui vient du soleil noir, qui se trouve sous notre Terre plane.
Cette réfraction sépare l'énergie cosmique en énergie positive qui crée le Soleil et en énergie négative qui crée la Lune à un niveau inférieur, là où les énergies réfractées se concentrent. Donc, ce n'est pas une porte pour une chaleur qui viendrait d'ailleurs. Il a sa propre énergie positive. Voici la question numéro 5 d'Agnès. Qu'en est-il de la force de Coriolis? L'effet Coriolis, du nom de son soi-disant démonstrateur, Gaspard Gustave Coriolis, n'est ni plus ni moins qu'une arnaque de bas étage, si je puis dire. On veut nous faire croire que l'eau qui s'écoule dans un lavabo à l'hémisphère nord se fera dans un sens contraire à la même expérience faite dans l'hémisphère sud. Cela n'a strictement aucun sens. Faites l'expérience vous-même. Le sens de rotation de l'écoulement de l'eau dépendra uniquement du côté duquel celle-ci sera versée dans le lavabo, ainsi que de la forme de celui-ci. Rien à voir avec un quelconque effet de rotation terrestre. Nous passons à la question numéro 6 de LA. Combien de temps pensez-vous que la mini-ère glaciaire durera? Eh bien, selon le modèle de Vibes of Cosmos, toute zone hors du système climatique est par définition gelée. Mais comme je l'ai dit plus haut, celui-ci se déplace de manière extrêmement lente. Il faut 26 000 ans, rappelez-vous, pour faire le tour du cercle, ce qui permet aux civilisations de voir venir, si je puis dire, et d'anticiper leur migration. Donc, pour moi, il n'y a ni de mini ni de maxi période glaciaire, il y a une glaciation permanente des zones hors du système climatique. Regardons quelques images de ce clip qui préfigurent de cette théorie. Voici la question numéro 7 qui nous vient de Flo. Les pilotes de ligne sont-ils tous tenus au secret? Les pilotes de ligne sont effectivement tous tenus au secret pour la bonne et simple raison que s'ils parlaient, ils risqueraient de mettre leur carrière de pilote en danger. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui en parlent publiquement sont à la retraite ou proches de la retraite. Le gyroscope qui équipe tous les avions, quels qu'ils soient, est l'élément essentiel qui leur fait rapidement comprendre la planité de la surface au-dessus de laquelle ils volent. Et je ne pense pas qu'il y ait dans leur contrat de pilote une ligne qui spécifie de ne pas parler de la Terre plane. Non, c'est juste un consentement tacite, vu les risques encourus. Nous passons à la question numéro 8 qui nous vient de Claude, qui aimerait savoir où va toutes les fumées des industries qui montent vers le dôme. Y a-t-il une sortie quelque part? Eh bien, dans la mesure où nous sommes dans un système fermé, tel un terrarium géant, tous les gaz volatiles émanant de combustible, de fumée, se retrouvent dans les couches les plus hautes de l'atmosphère. Nous voyons sur ce schéma de Vibes of Cosmos la décomposition de toute notre atmosphère en différentes couches, jusqu'à l'altitude de la Lune située à 5500 km, avec leur propre altitude et température. C'est dans les zones appelées hétérosphère et ionosphère que se retrouvent les gaz qui ne se mélangent pas, mais se constituent en différentes couches selon leur densité, les plus hautes étant les gaz légers, les plus basses étant les gaz lourds. Ces zones ont une forte concentration d'énergie, sans aucune humidité, et sont associées à l'élément feu. Au-dessus de la Lune se trouve le champ toroïdal cosmique électromagnétique associé à l'élément éther, le fameux cinquième élément, sur lequel est projetée la voûte céleste et qui constitue le dôme. Tout est parfaitement orchestré en couches atmosphériques diverses dans notre monde fermé, et chacune a son rôle. Voici la question numéro 9 de Guy. Comment fonctionne le coulement des ruisseaux et fleuves? Bien, l'écoulement des ruisseaux, des cours d'eau et des fleuves est beaucoup plus logique sur une terre plane que sur un globe. En gros, il y a deux types de fleuves ou de cours d'eau sur Terre, sachant que tous prennent leur source en altitude. Il y a les fleuves à débit constant et les fleuves à débit inconstant ou saisonnier. Les premiers sont alimentés directement par le cycle de condensation de la nappe phréatique, dont la cavité est suffisamment importante pour stocker une pluviométrie ou une fonte de neige et assurer ainsi un débit continu. Les deuxièmes ne fonctionnent que sur des cavités souterraines de rétention d'eau, de condensation et de pluie insuffisantes en volume pour assurer un débit constant. Ces rivières sont donc dépendantes de la pluviométrie
ou de l'enneigement saisonnier pour exister. Il y aurait beaucoup plus à dire sur ce sujet, mais l'essentiel à savoir est que les montagnes de la Terre plane dégorgent en permanence le trop-plein d'eau que le cycle de condensation de leur nappe phréatique produit en fonction des chutes de neige ou de pluie. Et ce qui commence par un ruisseau peut se terminer par un fleuve dans la vallée, au débit constant et inertiel. Par contre, aucun fleuve ne remontera jamais une pente, comme on veut nous le faire croire sur un globe. Nous passons à la question numéro 10 qui nous vient de Frédéric. Qu'y a-t-il au-dessus du dôme et sur le côté? Les francs-maçons le savent-ils? Cette question revient souvent. Eh bien, les anciens, qu'ils soient hébraïques ou autres, ont souvent représenté notre univers comme fermé avec un firmament. Il y a d'ailleurs dans la Genèse une référence très claire au firmament. Je vous lis un extrait du Littré à ce sujet. Dans le langage de la Bible, celui-ci est une cloison solide qui soutient le ciel et sépare les eaux supérieures des eaux inférieures. Dieu dit aussi que le firmament se fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dans l'ancienne astronomie, le firmament était le 8e ciel dans lequel on supposait que les étoiles fixes étaient placées et que l'on se représentait comme étant de cristal. L'idée d'un firmament est de la plus haute antiquité. On s'imaginait que les cieux étaient très solides parce qu'on y voyait toujours les mêmes phénomènes. Donc il semblerait, si l'on en croit ce clip de Vibe of Cosmos que je vais vous montrer dans un instant, qu'au-delà du firmament ou du dôme se trouve un liquide, de l'eau tout simplement. Et je pense que les francs-maçons sont parfaitement au courant. Regardons ce clip ensemble et faites-vous votre propre opinion.
que tout se passe bien, John, pour les questions? Oui, tout va bien, Sarah. Voici la question numéro 11 de Geneviève et d'Emcy. Pourquoi continuent-ils à mentir et d'entretenir le mythe du globe? Quels sont leurs intérêts? Plane ou ronde? Qu'est-ce que cela change pour l'humanité? Cette question aussi revient souvent et elle ne manque pas de me surprendre à chaque fois. Car au-delà de toute considération physique et géographique sur la forme de notre Terre, et je pourrais ajouter sur nos origines, car le darwinisme est une aberration, il n'y a qu'une seule chose à considérer, le mensonge. Si vous acceptez que l'on vous mente toute votre vie, parce que si l'on vous ment sur vos origines et votre résidence terrestre, imaginez sur quoi d'autre on peut vous mentir. Et si vous vous en fichez, alors vous faites partie du problème. La théorie du Big Bang, dont est issu le globe, a un objectif principal. Vous enlevez toute divinité, toute idée d'un créateur, d'une création, d'un design intelligent. Vous n'êtes donc que le fruit du hasard, dont votre existence dépend ici sur Terre. Rajoutez à cela la théorie frauduleuse de l'évolution, et vous comprendrez que si l'on vous apprend que vous descendez du singe, et que vous y croyez, alors cette divinité vous échappera à jamais. Au niveau du globe, je dirais aussi que ils ont choisi le globe parce qu'il est plus facile de vous faire croire qu'en termes d'exploration, tout a déjà été découvert. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que personne n'ira jamais chercher des terres inconnues sur un globe. Nous passons à la question numéro 12 qui nous vient d'Iran. S'il existe d'autres continents et d'autres peuples au-delà de la barrière de glace, ils devraient être également sur une terre plane comme l'endroit où nous sommes, et non sur un globe pour se retrouver à un moment à l'envers. Donc tout est complètement plat après notre mur de glace, et cela peut aller jusqu'à l'infini ou ça s'arrête à un moment selon la création divine. Le mur de glace revient souvent dans vos questions. Comme je l'ai dit au début, je ne pense pas que celui-ci existe, tel qu'on veut nous le faire croire dans la théorie de la Terre plane basée sur la carte de Gleason. La carte de Sturgios ne présente pas de mur de glace et on y croit ou on n'y croit pas, c'est une question de choix. Donc à partir de là, on peut répondre à la question de toute façon. Le globe est une aberration, c'est sûr. Le plan sur lequel nous vivons est délimité et je ne pense pas qu'il soit infini. Pour moi, l'infini n'existe pas dans la physique, il n'existe que dans la métaphysique. Notre royaume terrestre donc, notre univers terrestre, notre terrarium, avec son atmosphère recyclable et sa voûte céleste, qui doit s'apprécier sous l'angle de l'ésotérisme, est orchestré dans une harmonie parfaite, cyclique et immuable. Bref, un design intelligent. Quant aux continents qui nous ont été cachés, il y a ceux hors de la zone climatique et ceux à l'intérieur comme Lemuria et Atlantis. Voici la question numéro 13 de Mary. Est-ce que sur une Terre plate, la théorie de l'induction et subduction des plaques est impossible? On me demande souvent comment les tremblements de terre et les volcans fonctionnent sur une Terre plane. La réponse courte est que, quel que soit le mode de fonctionnement des tremblements de terre et des volcans sur une Terre sphérique, il est exactement le même sur une Terre plane. Cela dit, la théorie dominante expliquant les causes des tremblements de terre est plus logique sur une Terre plane que sur une Terre sphérique. La théorie de la tectonique des plaques soutient que de grandes plaques de terre adjacentes accumulent des frottements jusqu'à ce que l'une d'entre elles glisse sous l'autre, provoquant ainsi un tremblement de terre. En théorie, cela pourrait se produire quelle que soit la forme de la Terre, mais même les images et la terminologie employée de la tectonique des plaques au plan de faille suggèrent toute la géologie d'un plan horizontal et non d'une sphère. En ce qui concerne les volcans, le modèle du globe prétend que la lave qui entre en éruption et qui est éjectée des volcans provient des entrailles de la Terre, siège du magma. En réalité, l'opération de forage la plus profonde de l'histoire réalisée par les Russes n'a pas dépassé les 12 km après avoir usé un grand nombre de foreuses. À cette profondeur, la température était de 180 degrés. Leur étude a montré que plus on forait profond, plus la température augmentait, ce qui suggère qu'un océan de magma incandescent occupe une grande partie des sous-sols terrestres, mais à une profondeur qui n'a rien à voir avec les milliers de kilomètres de la narration officielle. Il s'agit plutôt d'une couche de notre Terre plane se trouvant possiblement entre 15 et 25 km de profondeur.
Cette masse de matière et de gaz toxiques en fusion, toujours en ébullition et en mouvement lent, crée des zones de moindre résistance qui, au bout du compte, donnent lieu à des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Le mouvement et la tension provoquent des cisaillements, des plis et des plans de failles qui, lorsqu'ils se remettent violemment en place, sont appelés tremblements de terre, et les soupapes de décompression qui crachent le magma excédentaire et les gaz nocifs, nous les appelons des volcans. Nous passons à la question numéro 14, qui vient de Ray. Comment peut-on expliquer les mouvements du Soleil et de la Lune étant donné que la Terre est plate? Les fusées que nous voyons ici et là font quoi au juste, étant donné que ce n'est pas les satellites qu'ils envoient en orbite? Il y a deux questions en une ici. Pour ce qui est du fonctionnement de la Lune et du Soleil sur une Terre plane, je dirais simplement que ces deux luminaires survolent celle-ci dans une chorégraphie complexe et un timing parfaitement réglé et immuable depuis la nuit des temps. Un mouvement perpétuel de va-et-vient entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, créant ainsi les saisons sur une année, le jour et la nuit sur 24 heures. Quant aux fusées, eh bien on peut voir selon leur trajectoire courbe qu'elles finissent par retomber dans l'océan. Mais où exactement? Beaucoup pensent que le triangle des Bermudes, une zone située au large des côtes atlantiques de la Floride, dont la narration officielle sur les disparitions mystérieuses de bateaux et d'avions s'y produisant a commencé dans les années 50, époque où la NASA commença à lancer des fusées. Coïncidence? Cette zone serait donc la zone de retour sur Terre des lanceurs, en tout cas pour tous les lancements effectués depuis Houston, Cap Canaveral ou Kourou. Cela a géographiquement du sens. Les satellites, eux, n'ont pas besoin de lanceurs type fusée. Leurs lanceurs sont tout à fait différents, comme vous le voyez sur l'image. Ils sont tous accrochés à des ballons d'hélium et naviguent dans la troposphère. Ceux-ci sont principalement des instruments de mesure, d'observation, de cartographie, voire de surveillance, et non pas des relais Internet, dont je rappelle que plus de 95% du trafic mondial passe par des câbles sous-marins, et bien sûr des relais terrestres. Voici la question numéro 15 qui nous vient d'Atve. J'aimerais savoir comment se repérer dans l'hémisphère sans Polaris et comment se fait-il que la croix du Sud soit visible d'Australie et d'Afrique du Sud sur une terre plane. La réponse à cette question tient en 3 mots: échelle, perspective et horizon. Et pour l'illustrer, je vous propose de regarder un extrait d'une vidéo d'Éric Dubé que j'ai traduit et doublé, intitulée « Terre plate et filet d'étoiles ». Toutes les étoiles tournent d'est en ouest autour de Polaris qui se trouve à l'aplomb du pôle Nord, tout comme dans un planétarium. L'amplitude du ciel qui nous est visible dépend de l'endroit où nous nous trouvons et de la direction de notre regard. Cependant, le planétarium de notre Terre est si vaste que la perspective ne vous permet pas de voir toutes les étoiles, quel que soit votre point de vue. Il est cependant possible de voir l'étoile polaire, la Grande Ourse et la Petite Ourse et d'autres constellations de l'hémisphère nord de n'importe quel endroit de la Terre jusqu'au tropique du Capricorne. À l'inverse, l'étoile du Sud, Sigma Octantis, ainsi que la Croix du Sud et d'autres constellations près du bord ne sont pas simultanément visibles de n'importe quel endroit de l'hémisphère sud, comme peut l'être Polaris de n'importe quel endroit de l'hémisphère nord. Et les constellations du Sud ne tournent pas d'ouest en est, comme l'astronomie moderne nous le dit. Quelle que soit votre position, globalement, toutes les étoiles se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest, avec un angle ou une inclinaison différente dépendant de votre propre positionnement et angle de vue. L'astronomie moderne prétend que les étoiles tournent dans un sens dans l'hémisphère nord et dans l'autre dans l'hémisphère sud. Ceci n'est qu'une incroyable vulgarisation utilisée pour soutenir le modèle du globe. Ils prétendent aussi que la Lune, lorsqu'elle est vue depuis l'hémisphère nord, présente sa partie droite en haut, alors que vue depuis l'hémisphère sud, ce schéma est inversé. Cela aussi est vulgarisé à l'extrême, les particularités de la Lune étant observables sous bien des angles depuis différents endroits du monde. Plus vous allez vers le sud à partir du pôle Nord, plus l'étoile polaire et les étoiles environnantes déclineront dans le ciel sous l'effet de la perspective.
Donc, si vous êtes au pôle Nord, Polaris sera à un angle de 90 degrés juste au-dessus de votre tête, alors que sous des latitudes plus méridionales, comme sur l'image, Polaris sera à plus ou moins 45 degrés. L'étoile du Nord est fixe et toutes les autres étoiles tournent autour d'elle. Celles qui lui sont le plus proches tournent très lentement et plus vous vous éloignez du centre, plus la rotation s'accélère progressivement. Quelques fondamentaux avant de commencer. Voici comment notre champ de vision fonctionne. Tout ce qui se trouve dans la partie sombre est derrière l'horizon. De par son éloignement et sa hauteur, le ciel est beaucoup plus visible que la Terre. Exemple de quelqu'un situé au pôle Nord, dont le champ de vision comprend un gros morceau de ciel et un petit morceau de terre. Les étoiles tournent autour du dôme. Voilà à quoi cela ressemble depuis le sol. Le cercle 1 correspond à un filet d'étoiles proche du centre. Le cercle 2 et en partie le cercle 3 nous montrent des cercles s'agrandir jusqu'à devenir des lignes droites si le champ de vision se rétrécit. Plus les étoiles sont proches de l'horizon, plus ces lignes se prononcent. Mais comment peut-on voir ça? À gauche des cercles, plus à droite des lignes et encore plus à droite d'autres cercles. La réponse est en 3 mots: échelle, perspective et horizon. L'échelle. La Terre est immense, mais le ciel l'est encore plus. Notre vision en comprend une grande partie. Exemple de votre vue du ciel si vous étiez au pôle Nord, la partie blanche représentant le ciel. La perspective. L'amplitude de la surface du ciel que nous voyons dépend de notre localisation et de notre angle de vision. L'horizon. Dans cet exemple, notre point de vue se situe à l'équateur. Plus nous sommes proches de l'extrémité, plus notre ligne d'horizon baisse de chaque côté. La partie blanche représente la partie visible d'une filée d'étoiles depuis notre point de vue, l'équateur. Les points jaunes représentent la limite de l'horizon de la filée d'étoiles. Le cercle 1 montre la perspective et la direction entrante à droite et sortante à gauche de la filée d'étoiles sur l'horizon. Le cercle 2 montre la perspective de cette même filée d'étoiles autour de l'étoile polaire, très basse sur l'horizon. Voici la raison pour laquelle nous voyons un deuxième cercle se dessiner sur l'horizon. C'est un effet d'optique, de perspective, qui rend notre horizon plat et transforme le cercle en ligne. Et cet effet d'optique crée l'illusion d'un deuxième pôle, alors qu'en réalité ce n'est qu'une distorsion massive de notre perspective produite par l'immensité de notre ciel. On pourrait aussi imaginer un ciel plat et non voûté. Nous passons à la question numéro 16 de Nanou. Êtes-vous en contact avec des personnes qui vivent de l'autre côté du mur de glace et qui viendraient en secret sur notre Terre pour renseigner et éveiller les gens? Bon, la réponse à cette question est très claire. Non, je ne suis en contact avec personne de ce genre, ni de près ni de loin. Le seul contact que j'ai, c'est avec ma conscience. C'est elle qui me guide, rien d'autre. La vraie question est, qu'est-ce que la conscience? Et là, on pourrait développer pendant des heures. Les pseudo-scientifiques sont incapables de la définir. Je dirais ceci. La conscience, c'est la clairvoyance à géométrie variable, la connexion avec le divin, et l'intuition est son corollaire. Voici la question numéro 17 de Pire. Si la Terre est plane, peut-on dire que Dieu existe vraiment et a créé cette Terre plane, où la Terre est plus grande que l'on veut nous faire croire? En ce qui me concerne, j'envisage la création sous un angle purement métaphysique. La première création est celle de l'esprit immortel, qui est pure lumière, et qui doit s'incarner pour vivre une expérience dans un royaume terrestre conçu spécialement pour celle-ci, dont l'unique but est d'exercer son libre arbitre, dont nous sommes les seuls à disposer parmi toutes les espèces de la création, en se confrontant aux ténèbres et ainsi découvrir la lumière que nous sommes par essence. À la fin de notre incarnation, arrive la pesée de l'âme, qui s'est constituée chemin faisant par les choix que nous avons faits entre le bien et le mal. Le poids de l'âme sera donc décisif dans la poursuite ou non du cycle de réincarnation, l'objectif ultime étant de ne plus se réincarner. Tant que la balance penchera du côté du mal, nous nous réincarnerons. Bon, vous l'aurez compris, ce que je viens de dire est une question de croyance. La croyance en un cycle de réincarnation
qui découle de l'hindouisme et du bouddhisme, croyance que les chrétiens et les musulmans ne partagent pas. Notre terrain de jeu, le royaume terrestre, immobile, horizontal avec sa voûte céleste, ainsi que nos origines, c'est-à-dire d'où nous venons réellement, tout ceci a été perverti par l'esprit du mal, le diable, qui a restreint notre horizon physique et spirituel, en nous enfermant dans une matrice où le libre arbitre lui-même est totalement corrompu, et en nous cachant des terres, des zones d'exploration possibles. Tout ceci va dans le sens de l'asservissement de l'humanité à une vision étriquée et finalement ubuesque de notre lieu de résidence ainsi que de nos origines. Ce qui fait que j'en arrive parfois à me demander si l'enfer n'est pas ici sur terre et non là-haut. Mais une chose me paraît certaine. Ni Dieu ni le diable ne sont humains. Ils pénètrent le cœur des humains. Nous passons à notre dernière question qui nous vient de Dickeneck. Que pensez-vous du pendule de Foucault ? Le pendule de Foucault, c'est la même chose que l'effet Coriolis, mais sous une forme différente. Dans le fond, c'est une aberration extrême, car tout comme le sens d'écoulement du liquide dans le lavabo dépend uniquement du côté duquel celui-ci est versé, le sens de rotation du pendule est fonction d'un mouvement imprimé par l'homme dans une direction précise. Il n'est absolument pas naturel. D'ailleurs, observez simplement une grue de chantier avec son crochet qui pend dans le vide. C'est un pendule. Pourquoi ne bouge-t-il pas lorsque les grues sont à l'arrêt ? Pour terminer les amis, cette série de questions, je vous propose, pour illustrer ce que je viens de vous dire, cette autre vidéo d'Éric Dubay sur le sujet, traduite et interprétée par mes soins. Merci de m'avoir accordé votre attention et merci à Sarah et Mba pour ce question-réponse sur la Terre plane. Au milieu du XIXe siècle, un Français du nom de Léon Foucault est devenu célèbre en affirmant que ces pendules et leurs mouvements rotatifs étaient la preuve de la rotation journalière de la Terre. Depuis lors, ces fameux pendules ont été régulièrement mis en démonstration dans les musées et expositions du monde entier et présentés comme étant la preuve infaillible et perpétuelle de la théorie héliocentrique, autrement dit, la Terre toupie. Cependant, la vérité est masquée et le public dupé, car le pendule de Foucault est l'échec d'une expérience qui ne prouve strictement rien, si ce n'est la facilité dont dispose la pseudo-science pour tromper les masses malléables. Lady Blunt déclare « Ce pendule, nous dit la science moderne, nous offre la preuve visible que nous vivons sur un globe qui tourne et qui, d'après cet exemple de science devant moi, tourne autour de son axe prétendu à une vitesse d'environ 1600 km/h à l'équateur et, cumulé à d'autres mouvements, fonce dans une rotation sans fin autour du Soleil, dont le diamètre est soi-disant de 1 300 000 km, avec un poids de 350 936 fois supérieur à celui de la Terre, de laquelle il est distant de plus de 150 millions de kilomètres, à une vitesse de plus de 1600 km/min. Maintenant, pour prouver le mouvement de la Terre, un pendule est suspendu lors d'un show. Un showman déclenche le mouvement et offre à l'assistance ébahie le spectacle de la preuve que nous vivons sur un globe toupie, détalant à travers l'espace. William Carpenter nous dit « Des astronomes ont fait des expériences avec des pendules, suspendus à l'intérieur de hauts bâtiments, et se sont exaltés à l'idée de pouvoir démontrer la rotation de la Terre sur son axe, grâce aux directions variées que prend le pendule au-dessus d'une table arrangée, affirmant que c'est celle-ci qui se déplaçait et non le pendule, oscillant et changeant de direction. Sauf que, comme il a été observé une fois sur deux, le pendule allait dans la mauvaise direction. Selon la théorie de la rotation, l'édulcorant de l'exaltation fut utilisé, et nous pouvons prouver l'échec des astronomes dans leurs efforts à appuyer cette théorie. Donc pour commencer, les pendules de Foucault ne tournent pas de manière uniforme. Des fois c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, d'autres fois c'est l'inverse. De plus, il arrive qu'ils ne tournent même pas, ou qu'ils tournent trop vite. Les scientifiques, qui ont répliqué l'expérience, ont souvent concédé que, je cite, « Il était quelquefois difficile de ne pas légèrement biaiser le mouvement latéral. Le comportement du pendule dépend en fait d'abord du mouvement qu'on lui imprime, et ensuite du type de boule et de joint d'articulation utilisés, conçus à la base pour faciliter le mouvement circulaire. La supposée rotation de la Terre n'a strictement rien à voir, de près ou de loin, avec le mouvement du pendule. Si la prétendue rotation de la Terre devait affecter les pendules, alors on ne devrait pas avoir besoin de le lancer manuellement.
Si la rotation quotidienne de la Terre est la raison du mouvement uniforme et circulaire du pendule, alors il ne devrait y avoir aucun pendule fixe à aucun endroit sur Terre. Samuel Robotham dit « Tout d'abord, quand un pendule est construit selon les plans de Foucault et qu'il est mis en action, son amplitude de vibration peut de temps en temps varier. Quand cela se produit, ce n'est pas uniforme. Ce n'est pas identique d'un endroit à l'autre. Ce ne sont pas les mêmes différences de vitesse ou de direction. Cela ne peut par conséquent pas être pris pour preuve, car ce qui n'est pas constant ne peut être utilisé comme argument, et donc ne prouve rien. Ensuite, si l'amplitude de vibration change, quelle est la relation entre ce changement et le mouvement supposé de la Terre ? Par quel principe de raisonnement le chercheur va-t-il conclure que c'est la Terre qui se déplace sous le pendule et non le pendule qui se déplace au-dessus de la Terre? Quelle logique ou nécessité renforce cette conclusion plutôt que l'autre? Enfin, pourquoi le mécanisme singulier de suspension du pendule n'est-il pas pris en considération dans l'explication des variations de son oscillation? Ne savaient-ils pas? L'ont-ils négligé? Comment, à l'apogée de la rivalité théorique, ont-ils pu ignorer que le joint d'articulation est, plus que tout le reste, ce qui facilite le plus le mouvement circulaire? Lady Blunt déclare encore « Nous pensons, avec toute la déférence due au pendule et son propriétaire, que celui-ci ne prouve rien d'autre que la ruse de son inventeur, et ne pouvons considérer ce show et son présentateur que comme une fraude. Cette preuve par le pendule est tellement puérile que l'on ne peut que la décrire que comme la plus simple et la plus ridicule tentative de tromper le public jamais conçue. Il a été dit que l'expérience du pendule prouvait la rotation de la Terre. C'est tout à fait impossible, car un pendule tourne dans une direction et de temps en temps, un autre tournera dans une direction opposée. Maintenant, nous demandons, la Terre tourne-t-elle de différentes manières d'un endroit à l'autre au même moment? Nous aimerions savoir. Peut-être les chercheurs pourraient-ils gentiment nous éclairer sur ce point. Si la Terre était soumise à tous ces mouvements, il y aurait des effets sensibles. Mais nous ne ressentons, ni n'entendons, ni ne voyons rien de ceci. Et le fait que les gens puissent rester là à regarder le pendule vibrer et penser qu'ils sont témoins d'une preuve de la rotation de la Terre dépasse l'entendement. Cependant, ils ont été éduqués pour y croire, pour croire que tout ce que dit l'astronome est nécessairement scientifique. Nous arrivons à la fin de toutes nos questions et nous en avons reçu énormément pour John. Nous avons effectué un condensé se rapportant à la Terre plane, étant le sujet principal de cette émission. Nous remercions particulièrement John pour sa participation, son investissement et sa disponibilité, ainsi que tous nos abonnés qui nous ont fait parvenir leurs questions, sans qui cette émission n'aurait pu se faire. Et nous remercions aussi toute l'équipe de Terre plane et Révélation.